Donc normalement on me dit que c'est bon donc sur l'ensemble des plateformes. Donc bienvenue à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. Pour info sur ce data meet dédié à la transparence, on va parler de l'usage des données et comment par l'usage des données les entreprises peuvent faire preuve de transparence et en quoi c'est utile de faire preuve de transparence aujourd'hui. Pour information, simplement en termes d'organisation, dans Google Meet ou dans Teams, vous avez un chat. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai en live. N'hésitez pas que ce soit pendant que j'explique des éléments ou à la fin de ma présentation. Je serai ravi de pouvoir répondre à vos questions. Pour tous ceux qui sont sur Facebook ou LinkedIn, pareil, ce sera dans le chat. Par contre, je ne répondrai pas à vos questions dans le chat, mais Marius, qui est un collaborateur connecté avec nous sur ce data meet, évidemment pourra répondre à vos questions et vous apporter les éléments. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Julien Daubert pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le fondateur de l'entreprise 10h11. Donc comme vous avez pu le voir, 10h11, on est spécialisé de l'exploitation des données et on accompagne des PME jusqu'aux grands groupes, les entreprises dans l'usage de leurs données. Donc on a aujourd'hui à peu près 25% du CAC 40 qui nous fait confiance. Et on a aussi de nombreuses PME qui veulent se transformer et qui souhaitent utiliser les données qu'elles ont agrégées depuis certaines années pour apporter de meilleurs services à leurs clients, mais aussi plus de transparence. C'est le sujet du jour et c'est ce que l'on va voir ensemble. Alors, je vous propose de démarrer déjà par quelques points de contexte sur cette notion de transparence et via quelques études. Alors, on va s'appuyer essentiellement sur l'étude de Kantar Media, sur l'étude qu'ils ont nommée Dimension en 2019. Vous avez partagé quelques éléments dans l'invitation du Data Meet, peut-être que vous l'avez vu. En gros, on part du principe que si vous ne partagez pas vos données, ou en tout cas, si vous ne prenez pas la parole avec vos données, d'autres, aujourd'hui, prendront la parole pour vous sur Internet. Ça, c'est un phénomène qu'on voit arriver de plus en plus. Certaines entreprises subissent des prises de parole extérieures sur des données qui peuvent être d'ailleurs erronées. Et donc, on pense que toute donnée qui semble logique à partager, ou toute donnée qui peut être rendue transparente en termes d'open data auprès de ses clients peut être utile et peut pallier à ce type de phénomène. Et surtout que dans cette étude, il démontre que 50% des consommateurs déclarent faire confiance aux informations sur les marques qu'ils trouvent sur Internet. Donc on voit bien que n'importe quelle personne qui prendrait la parole pour une entreprise sur Internet en son nom, eh bien 50% des gens qui tomberaient sur cette information sont susceptibles de la croire. Donc on se rend compte qu'il faut mieux être actif et prendre les devants sur ce type de sujet lorsqu'on voit cette étude de 2019. Et aussi, dans l'étude, il ressort, c'est les deux faits saillants qui nous semblaient intéressants, que 27% des consommateurs aujourd'hui ont cité les sites web des entreprises comme source d'information. Donc on voit bien que quand les autres parlent de vous sur Internet, 50% des gens considèrent que ça peut être vrai, et considèrent que c'est vrai même. Et on se rend compte que 27% des consommateurs considèrent votre site Internet, donc le site de votre entreprise, comme une source d'information. Donc, si vous arrivez à donner de l'information sur votre site ou via différents outils liés à votre site Internet, vous prenez les devants sur potentiellement une certaine forme de communication extérieure à votre entreprise, votre organisation, et vous êtes la transparence, on va dire, au-delà du rôle de l'entreprise et de cette responsabilité de l'entreprise d'être transparente. On voit qu'il y a un avantage en plus dans la maîtrise de la communication à faire ce type de démarche. Donc cette étude de Kantar, elle s'appelle Dimension. Vous pouvez la retrouver sur le site de Kantar en tapant Dimension de 2019. Après, il y a une autre étude aussi intéressante de Rakuten Marketing. Évidemment, on a uniquement gardé un chiffre sur cette étude, c'est que 20% des personnes interrogées ont besoin qu'une marque soit transparente avant de passer à l'acte d'achat. Donc là, c'est plus pour la conversion ou prendre l'information. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de la transparence pour passer à l'acte d'achat? Et en tout cas, dans cette étude, il est remonté que 20% des personnes ont besoin de cela, de savoir d'où viennent les produits, ou comment fonctionne l'entreprise, ou comment est utilisé les services que rend l'entreprise. Voilà. Donc il y a ce besoin-là, pour résumer, qui est à noter. Tout d'abord, le fait que les personnes ont
recherche de l'information et de la transparence sur les entreprises, qu'elles peuvent croire des sources extérieures, mais aussi que avant de passer à l'acte d'achat, ces personnes, donc sont intéressées à avoir de l'information transparente sur l'entreprise. Donc ça, c'est pour les éléments de contexte, hein. Quelques chiffres. Donc pareil, Rakuten Group et Dimension Kantar, vous pouvez retrouver ces études de 2019 sur Internet. Les sources sont à votre disposition. Et maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est quand même montrer des cas concrets. Au-delà des études, on a compris que ce contexte, il était intéressant. J'aimerais vous montrer des cas concrets d'entreprises. Alors, on verra une entreprise qui est connue et largement connue pour sa transparence auprès de ses utilisateurs, c'est Buffer. Et donc, 10h11 n'a pas travaillé avec Buffer, mais je vais vous montrer cet exemple-là en introduction, parce que Buffer va très très loin. Mais vous le verrez qu'ensuite, je vais vous montrer des cas concrets de notions de transparence sur lesquelles notre entreprise 10h11 a accompagné des organisations par l'usage des données pour être transparent. Et on verra notamment avec l'Agence nationale des chèques vacances, sans doute certains vous avez tous utilisé les chèques vacances, donc on verra comment ils ont accompagné dans cette transparence-là de manière concrète par leurs données. On verra aussi la SNCF qu'on a accompagné sur un des plus grands dashboards d'Europe aujourd'hui déployés. On verra aussi ensemble la CCI, comment on a pu accompagner la Chambre de commerce et de l'industrie. Et puis, si on a le temps, on verra, parce que je veux vous libérer à 12h15, comme c'est convenu dans les data meet, hein, pour pas vous prendre trop de temps. On verra peut-être Paris Rue Sportive et la mairie de Paris. Voilà un petit peu pour, après ce contexte, ce que je vous propose. Je vais de suite partager mon écran. N'hésitez pas, pareil, à prendre la parole sur Teams ou sur Meet. Si vous ne voyez pas mon partage d'écran, n'hésitez pas à me le dire pour que je vous présente ces exemples-là de transparence par la data. Mais normalement, si tout fonctionne bien, je pense que Meet là, et Teams, vous devriez, je pense, voir mon écran. Donc, je vais switcher sur Buffer. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire, à prendre la parole, hein, ou à mettre un petit mot dans le chat si vous ne voyez pas mon écran. Donc, un premier exemple de transparence, parce que j'aime bien aller dans les cas concrets, parce que c'est très parlant, en plus des chiffres qu'on a vus précédemment. Alors, attendez, j'accepte parce que ça se connecte sur le Meet. Voilà. Un exemple concret, c'est Buffer. C'est une entreprise américaine qui propose un service de gestion pour tout ce qui est réseaux sociaux. C'est un outil qui est utilisé par des millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et ils ont décidé d'avoir une vraie politique de transparence. On peut le voir là, on est sur leur site, hein, buffer.com/transparency. Et on peut voir qu'en fait, ils ont déroulé des éléments de transparence et ils sont pratiquement une des entreprises les plus ouvertes en termes de data au monde. On va voir un exemple. Notamment, ils ont été transparents sur comment ils calculent le salaire pour l'ensemble de leurs salariés. Donc, on va le voir qu'ils ont sorti, on pourra vous envoyer les liens, hein, une petite calculette. Là, je suis dessus. Je peux choisir le type de poste que je vais occuper, hein, par exemple data engineer, et je peux choisir si le coût de la vie là où je vis, hein, parce qu'ils ont beaucoup de travail en remote, à l'extérieur. En remote en anglais, ça veut dire à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes travaillant en dehors des bureaux de l'entreprise. Et donc, je choisis le coût de la vie de ma ville, si le coût élevé, bas ou moyen, et je peux voir le salaire qui m'est proposé en live par Buffer, avec une description du rôle, un moyen sur le coût de la vie, et puis une explication complète avec, si on le veut, sur Buffer. Et il y a des explications en Google Doc qui expliquent l'ensemble des règles, on va le voir. L'ensemble des règles, voilà, le lien est ici, de salaire de l'entreprise, comment est calculé en fonction de son profil, le salaire de l'entreprise. Et là, on peut voir tous les salariés de l'entreprise Buffer et leur rémunération annuelle, leur base salariale annuelle au niveau de cette entreprise. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point déjà, ici, l'entreprise est transparente en fonction du métier. Alors, on peut s'amuser à en choisir un autre, hein, Customer Advocate, par exemple. On peut voir le salaire moyen que propose Buffer. Et donc, tout ça est transparent quand on rentre dans l'entreprise. Et il y a des règles sur l'évolution de salaire. C'est un bon exemple, mais Buffer va un peu plus loin.
sur cette notion de transparence, parce qu'on peut le voir, ils sont transparents aussi sur leurs revenus. Donc on sait exactement le revenu moyen qui est généré par Buffer de manière annuelle, mais aussi le nombre de clients, l'évolution de leurs clients, et le revenu moyen par compte, donc par compte client qu'ils ont. Et on peut suivre la progression de manière transparente, vous le voyez, sur leur site internet. Donc là aussi, c'est assez intéressant parce que peu d'entreprises partagent ces informations-là, même si elles sont ouvertes, hein, et en France, on a l'obligation de partager son chiffre d'affaires. Ici, on a quelques détails en plus qui nous permettent de voir cette évolution. Et je sais qu'à une époque, d'ailleurs, Buffer proposait aussi de voir l'évolution en temps réel, hein, des clients qui se connectent ou arrêtent leur abonnement. Et ensuite, ils vont encore un petit peu plus loin. Ça, alors après, c'est plus pas contestable, mais c'est des choses qui sont très discutées actuellement en France sur la notion de transparence. C'est que dans leurs données, vous voyez, on choisit toute l'équipe et on est capable de voir la diversité de leur équipe en termes de LGBT, de disability, de potentielles maladies graves, de personnes qui sont English speakers, qui parlent anglais ou pas, qui ont servi dans l'armée. On sait qu'aux États-Unis, il y a un grand regard sur le sujet. La répartition d'hommes-femmes, la répartition en termes d'ethnicité, l'âge moyen de leurs salariés, mais aussi la localisation, est-ce qu'ils sont tous basés aux États-Unis ou bien ils travaillent, comme je le disais tout à l'heure, à distance, en remote, ailleurs qu'aux États-Unis. Donc vous voyez que cette entreprise, elle essaye, et pourtant c'est le statut familial aussi qui est partagé. Donc on peut voir que Buffer, qui est une start-up, une grosse entreprise technologique, hein, aujourd'hui, est capable aujourd'hui de donner des notions de transparence, que ce soit, on l'a vu, sur son salaire et sur le salaire qui est affiché de l'ensemble des employés sur un Google Doc, sur ses revenus et aussi sur la diversité des personnes qui font l'entreprise aujourd'hui. Voilà un exemple concret. On va voir que par la data, donc là c'est l'usage des données, hein, on peut aller quand même, on va le voir, sur d'autres terrains et pas uniquement, hein, sur les terrains RH. On va le voir notamment sur les terrains métiers. C'est ce que j'aimerais vous présenter, les cas qu'on a réalisés avec 10h11, et notamment vous présenter l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances. Alors on vous présente aussi des sujets parce qu'ils sont ouverts en open data, vu que c'est de la transparence, on peut vous les présenter, ces cas d'usage de données. Donc on va le voir avec l'ANCV. Je vais vous montrer, pour que ça vous parle beaucoup, le type d'informations que nous a remis l'Agence nationale des chèques vacances et qu'il voulait partager au plus grand nombre. C'est en fait l'usage des chèques vacances. Donc vous voyez, c'est ce type de fichier. Il faut chercher, hein, dans les fichiers. Voilà, ici il y a un tableau et on peut voir qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont bien consolidés, hein, de l'Agence nationale des chèques vacances, mais qui envoient une information précise d'usage des chèques vacances. Mais on comprend bien que si l'organisation partage ce type de fichier au plus grand nombre pour faire preuve de transparence, eh bien peu de gens vont sans doute les lire. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que là, l'ensemble des fiches que je parcours avec vous, hein, sont assez lourdes. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'acronymes, on ne comprend pas forcément ce que cela veut dire. On a du mal à se repérer. Et puis, si je veux venir comparer une information rapidement, on voit bien que c'est délicat. Donc, pour pallier à ce problème, et on va voir qu'en plus, lié à ce problème, il y avait ce fichier-là que je vous ai présenté. Et vous voyez, il y a encore beaucoup de pages qui sont présentées, hein, sur ce fichier. Et j'ai pas encore fini l'ensemble des informations. Mais on va voir qu'il y avait en plus un deuxième fichier. C'est-à-dire que l'agence chèques vacances voulait partager à la fois, il est là, les actions sociales et à la fois l'usage des chèques vacances qui est fait. Donc là, on est sur les actions sociales et pareil, on retrouve ces grands tableaux d'informations pour visualiser l'ensemble des résultats, qui est extrêmement bien tenu par l'Agence nationale des chèques vacances, mais qui est, en termes de transparence, on va le dire, difficilement lisible pour tout à chacun qui voudrait consulter ces informations. Donc nous nous avons accompagnés pour créer, je vais vous montrer le type de rendu que nous avons réalisé, qui est très standard, mais qui est cet outil, où si je choisis un chèque vacances, les données qu'on vient de voir, on a un levier sur la droite qui me donne avec les pictogrammes des repères visuels pour
comprendre l'information. Et si je veux uniquement m'intéresser, par exemple, à la région Nouvelle-Aquitaine, je vais cliquer sur la région et en un clin d'œil, vous voyez, j'ai l'ensemble des informations qui m'intéressent, qui sont sur ce volet de droite. Là encore, si je m'intéresse uniquement au point d'acceptation par usage des chèques vacances, et je suis utilisateur et j'ai besoin de ces informations-là, l'Agence nationale des chèques vacances me le libère par transparence. Et vous voyez qu'en activant 3 onglets, j'ai à droite uniquement les informations qui m'intéressent. Et donc, par rapport entre le fait de libérer des fichiers Excel et de la donnée brute, comme on l'a vu, et le fait de créer une interface, comme le fait Buffer, ou comme on l'a fait là avec l'Agence nationale de chèques vacances, on se rend bien compte qu'on aide un petit peu l'utilisateur à visualiser les informations. Et sur ces points d'acceptation par usage, si je veux comparer l'Auvergne et la Auvergne-Rhône-Alpes avec la Nouvelle-Aquitaine, je sélectionne les 2 régions, je clique sur comparer et je peux visualiser les éléments d'utilisation des chèques vacances en fonction des 2 régions qui m'intéressaient. Donc on voit bien qu'en un clin d'œil, si je veux en plus comparer avec le centre Val-de-Loire, je rajoute une région et je peux venir comparer via l'outil les informations. Donc encore une fois, pour faire preuve de transparence, le message que je veux vous faire passer, c'est que oui, il y a un réel enjeu aujourd'hui. Les consommateurs ont besoin de transparence, mais il y a un enjeu à ce que vous les guidiez dans la lecture de ces informations. Parce que simplement libérer de la donnée, on se rend bien compte que si on libère ce type de fichier-là et qu'on dit on est transparent avec nos utilisateurs, regardez, tout est noté, ou qu'on leur met à disposition une interface, on se rend bien compte que c'est pas du tout la même démarche d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue interactif, et qu'on vient apporter, je pense en tout cas, une valeur ajoutée, une création de valeur au travers de cet usage de la donnée. Je trouve que Chèques Vacances, il est assez parlant, et pourtant c'est un exemple très standard. Je vous propose d'en voir une autre problématique, toujours française, avec la CCI, qui souhaitait partager des informations sur comment ces ressortissants, et donc les entreprises, partent à l'export. Donc on avait la même chose, un fichier qui est celui-ci, le 2e exemple de transparence de la donnée, qui était en interne auprès de la CCI. Et vous pouvez voir, donc il y a une liste d'entreprises avec leur site internet. Et puis, ensuite, si je déroule ce listing, on a un rapport au chiffre d'affaires par rapport à l'export. Et ensuite, vous allez le voir, on a toute la liste des pays. Donc on sait si l'entreprise est à l'export ou pas, si elle a des filiales. Et ensuite, voilà, vous voyez, là, on a l'Allemagne, par exemple, l'Autriche. J'essaie d'aller doucement, hein, si jamais la connexion est un peu lente de chez vous. La Belgique. Et je continue. Et vous allez le voir, c'est très très long. Hein, vous voyez peut-être le scroll ici en bas. Il y a tout un tas de... le listing pays, hein, forcément, qui est présent pour savoir si l'entreprise est présente, oui ou non, dans ces pays-là. Encore une fois, quand s'est posé la question de mettre à disposition cette donnée auprès du grand public, auprès des opérateurs économiques, auprès des entreprises elles-mêmes, auprès des personnes intéressées par l'univers de l'export, on se rend bien compte que c'était délicat de donner le fichier brut parce que pour le consulter, et si on veut aller rapidement chercher une information, on s'y perd. Là, si je veux vous dire, si je vous demande toutes les entreprises qui sont implantées en Espagne, et combien sont-elles, et dans quel secteur d'activité, vous allez devoir taper X formules dans Excel ou bien vous ne saurez pas me répondre. Donc pareil, là, on a développé un outil qui est aussi disponible sur une URL publique, hein, comme l'Agence nationale des chèques vacances, qui vous permet, on peut le voir ici, de visualiser l'ensemble des informations des entreprises de Nouvelle-Aquitaine implantées à l'étranger. Et en Espagne, si je viens cliquer sur l'Espagne, j'ai le nombre d'entreprises et j'ai le type de secteur qui est représenté. Donc là encore, en termes de transparence de la donnée, on est face à un outil ludique qui nous permet ici de rechercher un pays si on le veut. Je peux choisir l'Allemagne, par exemple, et je peux venir voir les informations. Ou je peux venir choisir une filière et voir comment la filière bois, papier, carton s'exporte. Et on voit qu'elle s'exporte bien en Europe, un petit peu aux Émirats, États-Unis, Canada aussi un peu. Donc je peux venir comparer, ou bien par secteur, ou bien par pays, l'ensemble des informations et venir consulter en un clic
avec un enjeu de transparence, l'ensemble des données qui sont mises à disposition par la CCI. Donc ça, c'est un deuxième exemple pour montrer encore un site internet disponible sur un site une URL web, je veux dire, qui permet de faire preuve de transparence. Après, on peut avoir du physique. Quand on fait preuve de transparence, on peut avoir du tableau de bord qui n'est pas forcément disponible sur Internet, mais disponible dans le siège social de l'entreprise. Et là, je crois d'ailleurs, peut-être qu'on avait la SNCF qui s'est connectée, il me semble, on m'avait dit sur ce webinaire. Donc, si une personne de la SNCF est connectée, eh bien, je la salue, parce qu'on a travaillé, je vais vous montrer, c'est le troisième exemple. On a créé avec la SNCF le plus grand dashboard d'Europe, un dashboard qui fait preuve de transparence au sein du siège social de la SNCF, au Campus Étoile. Donc, j'ai une petite vidéo de présentation que je vais vous montrer. Je vais essayer plutôt de... Alors là, vous voyez, on est au siège social. Je crois que j'ai une vue du siège social un peu plus loin qui est plus intéressante pour vous montrer, voilà, ici, où se situe le tableau de bord. Donc, lorsqu'on est au Campus Étoile, si un jour vous êtes amené à aller à la SNCF, ici, vous avez l'entrée du siège social. Et comme vous pouvez le voir, il y a un grand écran qui est divisé en 10 cartouches, 10 écrans, et qui permet de visualiser des informations. Et je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà un petit peu le tableau de bord qui a été réalisé par 10h11 pour le compte de la SNCF. Et il faut savoir que ce tableau de bord est assez innovant, parce on parle souvent de buffer, mais la SNCF fait preuve d'innovation dans la transparence, puisqu'on peut le voir, il y a des écrans qui concernent les émissions de CO2 qui sont émises, les gares et les connexions qui sont faites chaque jour, les flux sur les réseaux sociaux et les revues de presse qui sont menées en temps réel chaque jour par la SNCF, ou que la SNCF, les articles que la SNCF subit chaque jour. Il y a aussi des notions de sécurité. C'est important à signaler. La SNCF nous demandait notamment de communiquer par transparence sur les accidents au travail, ce qui, je pense, il y a peu d'entreprises qui, au sein de leur siège social, affichent les accidents au travail pour dire on n'est pas dans le déni, on sait qu'on peut avoir des métiers dangereux sur certaines opérations sur le rail, et on est capable d'afficher les accidents bénins, mais aussi mortels qui peuvent arriver au travail pour la SNCF. Donc l'ensemble de ces informations, on peut le voir, est réuni dans un tableau de bord. Alors je crois que j'ai quelques zooms sur certains éléments. Voilà, ici, par exemple, sur l'écran revue de presse, et vous pouvez le voir, la SNCF remonte par transparence l'ensemble des articles qui ont été écrits sur l'entreprise, l'évolution au mois en cours, l'évolution du bruit médiatique par rapport à ces articles, et surtout, est-ce que ces articles sont positifs, négatifs ou neutres. Là aussi, la SNCF est transparente sur l'ensemble du traitement qui est fait. On leur a déployé d'ailleurs un algorithme pour reconnaître sémantiquement si les tonalités sont positives, négatives ou neutres sur leur article. Mais voilà un exemple concret aussi d'une entreprise qui prend la parole par la data au sein de son siège social, et de manière ouverte à tous, puisque c'est ouvert aux salariés, à la direction, et puis à toute personne qui rend visite à la SNCF au siège social. Voilà un peu 3 exemples de transparence. Peut-être que je peux vous en montrer un dernier en bonus, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, et puis après je laisserai la place à des questions-réponses, si jamais il y a des questions-réponses. Cet exemple de la SNCF et cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur 10h11.com. Tout n'est pas visible, mais vous pouvez le voir, 1 minute 13 d'éléments sur ce tableau de bord, si certains veulent y revenir. Ou alors vous rendre évidemment au Campus Étoile, au siège de la SNCF, puisque ce tableau de bord est ouvert à tous ceux qui veulent le voir. Un dernier exemple pour terminer sur la notion de transparence, c'est la mairie de Paris et Running Heroes. Alors Running Heroes, c'est une application. Qu'est-ce que Running Heroes? C'est une application qui permet en fait de centraliser les flux des runners dans la ville. Donc peut-être que vous utilisez actuellement Endomondo, Nike Running, Run Static. Il y a tout un tas d'applications qui permettent, quand on va courir, avoir son mobile, vous envoyez peut-être souvent des gens qui courent avec leur mobile à l'épaule, et puis ça
l'application récupère les données de géolocalisation et votre parcours pour vous dire à quelle vitesse vous avez couru et où est-ce que vous êtes allé courir. Donc ça permet aux gens de faire un suivi. Et Running Heroes, c'est une application qui propose de venir connecter ces différents comptes sportifs et qui vous apporte du contenu dédié par rapport à vos comptes. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent Running Heroes, et donc Running Heroes, c'est une entreprise qui dispose de beaucoup d'informations sur les runners dans la ville et beaucoup d'informations géolocalisées. Et quand la mairie de Paris a réfléchi à la fois pour l'aménagement de son territoire et de ses trottoirs pour aménager la ville aux runners, mais aussi aux cyclistes. Quand la ville de Paris réfléchit au parcours des JO 2024, parce que vous savez que c'est un parcours où chaque citoyen pourra candidater pour faire aussi le marathon des JO en amont des sportifs. Je crois que c'est la première épreuve des JO qui sera à la fois ouverte aux citoyens et aux sportifs de haut niveau. Pour penser ça, la mairie de Paris voulait avoir une preuve de transparence pour comprendre la ville telle qu'elle est utilisée par les citoyens et pas seulement telle qu'elle l'aperçoit. Donc pour cette preuve de transparence, elle a proposé d'ouvrir ces données évidemment de manière anonyme. On va retrouver qui est qui dans les tracés, mais on peut avoir une information ciblée en fonction de critères pour prendre des décisions et comprendre l'usage qui est fait de la ville dans le running. Et donc 10h11, nous, on est venu pour aider à la visualisation de ces informations sur l'outil que je vais vous montrer. Ce sera le dernier exemple pour finir ce data meet du jour. Vous devez voir normalement sur Teams et sur Google Meet, et c'est pareil sur Facebook ou LinkedIn, vous devez voir normalement apparaître cette cartographie de la ville de Paris. Et quand je viens zoomer, on va venir voir que la carte se remet à l'échelle et nous permet de visualiser les parcours qui sont faits par les runners. Et donc si on veut comprendre par exemple où est-ce que courent les runners expérimentés, qui font aller entre 10 et 15 km de course, on peut voir que la carte prend une nouvelle forme et qu'on voit apparaître des parcours spécifiques. On peut voir de Meudon qui remonte jusqu'au quai de Seine et au 7e arrondissement. On peut voir aussi, évidemment, autour du Bois de Boulogne et du parc de Saint-Cloud, certains parcours. On peut voir aussi de Sévran, les pavillons sud-bois, Bondy, Pantin jusqu'au 19e, ou encore de Saint-Denis jusqu'au 19e, des parcours aussi apparaître. On en voit un ici très clairement, de Romainville à Fontenay-sous-Bois, où on voit qu'il y a un parcours assez long jusqu'à Les Lilas qui est effectué. Et on peut voir en fonction des filtres, et si on veut, on peut filtrer les 10-15 km en fonction, par exemple, de l'été. On peut voir où est-ce que les parcours sont effectués par les runners et donc avoir une vue plus précise du fonctionnement de Paris pour les runners. On peut voir ici qu'il y a une grande allée aussi qui est utilisée par les runners, qui peut être l'avenue René Coty, qui est utilisée, et aussi le boulevard Brune. On peut voir que tout le long du boulevard Brune, on a une densité de runners qui est importante. Donc ça, c'est assez parlant. Encore une fois, on peut voir qu'en quelques clics, on peut saisir des informations globales sur une compréhension des runners. Pareil, on peut voir ici, autour de Saint-Maur-des-Fosses, il y a un vrai parcours qui se dessine là, un parcours en cercle qui est très présent. Et une dernière chose, et je finirai là-dessus sur cette notion de transparence sur la compréhension de la cité, et donc à travers ce site, je vous laisse réfléchir dans votre tête à quelle saisonnalité, à votre avis, on court le plus dans Paris. Donc est-ce que c'est au printemps, en été, en automne ou en hiver? Souvent, alors je vous laisse y penser dans votre tête, faites un choix, et puis on va vérifier, vous allez voir en quelques clics, la période où les Parisiens courent le plus. Donc faites votre choix. Moi, je connais la réponse, donc je ne joue pas. Est-ce que c'est en hiver? On voit bien qu'en hiver, il y a de moins en moins de courageux, mais on peut quand même voir des parcours aussi apparaître. Il y a de moins en moins de courageux. Au printemps, on voit que ça reprend, que les runners se remettent à courir. En été, on voit que c'est plus important qu'au printemps par la colorimétrie des routes. Et en automne, on voit que la carte se densifie encore plus. Donc, c'est en automne où les Parisiens courent le plus. Et souvent, quand on fait le petit pari, on pense souvent au printemps. Et c'est la bonne réponse, en tout cas sur les données que nous avons de Running Heroes. C'est en automne.
Il nous reste 10 minutes pour une place aux questions-réponses. Si certains ont des questions-réponses, encore une fois, LinkedIn, Facebook, on les prend dans le chat. Google Meet ou Teams, n'hésitez pas à prendre la parole ou bien à écrire dans le chat. J'y répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, j'espère avoir montré des cas concrets, que ce soit avec l'ANCV, CCI, la SNCF ou encore la ville de Paris, comment on pouvait faire preuve de transparence avec la donnée et en quoi c'était utile de libérer cette donnée-là eh bien auprès de sa cible, mais aussi des citoyens, mais aussi de vos prospects, mais aussi de vos partenaires. Et que, je reviens sur les études de Kantar Media, on se rend compte que ce soit pour convertir une vente ou encore pour donner de l'information, les gens recherchent de plus en plus de transparence. Donc voilà un exemple par la data. Un grand merci à tous pour votre écoute. Et puis je suis à votre disposition. Je vais arrêter le partage. Si jamais il y a des questions, et je vois qu'une première question d'ailleurs est arrivée, donc elle est dans Google Meet. Je vais la lire à voix haute pour ceux qui ne peuvent pas la voir. N'y a-t-il pas de risque ou danger à rendre toutes ces données transparentes au public? Tout à fait. Alors, oui, il y a toujours un danger. Dans tous les cas, quelles que soient les actions que l'on mène, je pense qu'on peut toujours y voir un côté positif, en quoi ça apporte une valeur, et les détournements potentiels qui peuvent être faits de cet usage et qui peuvent être gênants. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que entre l'open data et libérer des données via une interface, il y a un intérêt, c'est que via une interface, vous donnez bien à voir vos données, mais personne, entre guillemets, ne peut les télécharger et peut en faire du coup un détournement. Alors vous pouvez donner aussi l'accès à du téléchargement, et ça devient de l'open data, mais on va dire qu'en créant un outil, vous faites bien preuve de transparence, vous donnez à voir, mais personne ne peut venir télécharger les données brutes. Donc déjà, il y a aussi dans certains exemples que j'ai montrés des garde-fous pour éviter certains dangers. Après, rien ne vous empêche en interne, dans vos organisations, de dire si on libère telles informations, quelles peuvent être les conclusions ou en quoi les utilisateurs pourraient détourner ces données-là. Je pense que vous allez vite voir avec un esprit un peu malin qu'est-ce que potentiellement ils pourraient faire. Vous allez pouvoir identifier les risques et voir les solutions pour les lever. Mais généralement, une marque, surtout quand c'est de la donnée pertinente, a tout intérêt, je pense, à la partager, sans dire on est une marque parfaite, mais à la partager et à la maîtriser au travers d'un outil qui rend ça pédagogique. Il y aura toujours des dangers, ça on est bien d'accord, mais on a bien vu qu'aussi à ne pas communiquer de manière transparente, il y avait aussi des dangers si quelqu'un d'autre prend la parole pour vous et que le consommateur se dit « Ah oui, en fait c'est ça que fait cette entreprise » alors que c'est pas du tout ce que vous faites. Donc il y a aussi des dangers à ne pas être transparent. Mais c'est sûr que c'est important, quand vous le dites, à identifier. Alors, je vais prendre une deuxième question pour la présentation. Pour les Running Heroes m'intéresse. Que soyez-vous aujourd'hui dans votre activité, les tendances actuelles, les leviers et freins quant à la transparence? Oui, qu'est-ce qu'on voit comme... ok, j'ai compris la question. Merci Pierre pour cette question. Donc, qu'est-ce qu'on voit comme levier et frein à la transparence? Les leviers, je pense que je les ai présentés déjà dans l'étude au départ et en vous montrant des cas concrets pour dire voilà les leviers. Ça peut être des leviers pour aider à la décision, ça peut être des leviers pour communiquer. Je pense notamment à la SNCF, quand on arrive sur son siège social, il y a quand même une approche de responsabilité, d'innovation, de technologie, quand on voit une entreprise qui est en mesure de fournir en temps réel des informations et de manière transparente, et de modernité aussi. Je pense que c'est quand même important comme levier. Et après, on l'a vu avec la NCV, il y a aussi une notion dans la transparence, potentiellement d'accompagner ses partenaires ou les organisations utilisateurs de la donnée, parce que juste libérer les fichiers Excel que j'ai montrés, c'est une bonne chose. On est bien d'accord que c'est compliqué de les lire, ou en tout cas que ça donne pas envie, alors que via une cartographie, on va peut-être inciter les gens à regarder ces données, à mieux les comprendre et potentiellement à les utiliser demain. Après, les freins, les freins, il y en a toujours dans l'open data. Après, je pense que les villes qui ont libéré beaucoup de données publiques, je pense qu'elles ont eu peu de freins. Je pense que peu d'organisations sont amusées à les attaquer sur le sujet et ont plutôt souligné le fait que c'était une bonne chose de libérer l'ensemble des données qu'elles avaient
qu'elles avaient porté sur Internet, hein, par tout le mouvement Open Data. Mais après, il y aura toujours des freins. Oui, une entreprise qui va prendre la parole, quelle qu'elle soit, il y aura toujours des freins sur sa communication. Mais comme j'ai dit précédemment, il y a vraiment des freins à ne pas aussi ne pas prendre la parole et ne pas être transparent, parce que les gens attendent cela. Donc ça peut commencer par des petites choses au début, et après monter et se développer. Il y a des entreprises qui vont très loin, comme le faisait Buffer, avec une description très précise des RH. On peut se poser la question, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise d'aller aussi loin sur ces questions-là? Par contre, quand c'est des questions de métier, comme peut le faire la NCV sur l'usage des chèques vacances, donc c'est une organisation publique, je trouve ça normal pas qu'elle rende des comptes, mais qu'elle dise, voilà un petit peu ce qu'on peut ressortir de ce chèque vacances et comment il est utilisé. Je trouve ça une bonne chose. Je vois pas pourquoi ce serait gênant pour chèque vacances. En tout cas, hein, c'est ma perception. C'est qu'un avis, ce n'est pas une vérité. Hein. Ce n'est qu'un avis que je donne ici. Il nous reste encore deux petites minutes. Si certaines ont des questions, n'hésitez pas, ou à prendre la parole, ou bien à les écrire dans le chat. J'y répondrai encore une fois avec plaisir. Si vous souhaitez, en attendant peut-être que des questions arrivent, si vous le souhaitez, pour ceux qui sont intéressés, on a écrit un livre qui s'appelle Data Maker sur donc l'entreprise 011. On a écrit ce bouquin, il est disponible sur notre site internet si certains veulent aller plus loin de manière pédagogique sur l'usage des données. Le livre ne parle pas que de la thématique transparence, hein, il est assez global, mais si certains démarrent du data ou des questions, ce livre est à votre disposition sur notre site internet 10h11.com. Et puis, vous pouvez retrouver l'ensemble aussi des prochains Data Meet sur d'autres thématiques qui sont aussi sur le site 10h11. Alors, je vois qu'il y a une question. Quelle différence entre transparence et open data? Oui, alors juste pour donner un exemple, assez simple, l'open data, généralement, on a accès aux fichiers bruts. Donc, on pourrait dire que l'ANCV fait de l'open data, pour donner cet exemple, si elle libérait cette base de données. Alors, je vois que je ne partage pas mon écran, donc je vais repartager mon écran. Normalement, sur Meet et Teams, ça doit être bon. Donc, si elle libérait ce fichier-là, et vous pouviez télécharger la base de données originelle, vous voyez, on peut la modifier, hein, on peut venir modifier les informations. Là, on pourrait dire qu'on fait preuve d'open data parce qu'on libère une donnée brute. Souvent, l'open data, c'est des fichiers que l'on peut télécharger. C'est sous forme Excel, mais par moment, ça peut être sous forme de base de données SQL aussi, hein, l'open data. Mais on pourrait dire qu'il faut preuve d'open data. À partir du moment où l'ANCV choisit plutôt de mettre à disposition une interface, elle dit aux utilisateurs, vous pouvez consulter toutes nos informations, mais vous ne pouvez pas forcément les modifier. Vous ne pouvez pas forcément l'avoir, on va dire, le fichier original sur votre ordinateur. Et pour moi, c'est simplement là où il y a une petite différence. C'est que l'ANCV fait preuve de transparence, c'est-à-dire elle ne cache rien, et on peut avoir toutes les informations qu'on a dans le fichier source, mais elle a mis un outil à disposition pour mettre des garde-fous dans l'usage de ces données, et pour aider aussi l'utilisateur à comprendre l'information. Comme on l'a vu, hein, on pouvait comparer en un clic des informations choisies. Mais à contrario, il n'y a pas le fichier disponible brut. Après, si un utilisateur en fait la demande, c'est dans la politique interne de la NCV de libérer ou non la data de manière libre. Donc voilà en quoi je ferai une différence entre transparence et open data. C'est la même chose pour la SNCF et le projet de dashboard. L'ensemble des flux d'informations ne sont pas tous disponibles sur le site de l'open data de la SNCF. C'est-à-dire que vous verrez que la SNCF a un site open data où vous pouvez télécharger l'ensemble des informations, mais certains flux d'informations qu'elle rend transparents à travers de son dashboard ne sont pas forcément accessibles en open data, ou pour des raisons technologiques, ou pour des raisons de licence, ou pour des raisons de veiller à ne pas avoir un détournement des informations libérées. J'espère avoir fait un peu le distinguo. C'est très proche, mais il y a quand même une petite différence tout de même entre les deux. Très bien, il est 12h11, on a respecté le timing. Merci à tous parce que vous étiez nombreux sur Meet, Teams et aussi sur les réseaux sociaux à avoir suivi ce Data Meet. Pour nous, c'est un plaisir de vous donner, essayer de vous donner de l'information et des cas vraiment concrets sur l'utilisation des données parce qu'on en entend beaucoup parler mais on voit peu. Et notre objectif est de vous montrer un petit peu des réalisations.
Sachez qu'on reste à votre disposition pour toute question sur ces sujets de data. Et je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt sur d'autres Data Meets.